Aujourd'hui, elle ajoute, si le Québec n'était pas nécessairement à l'abri de ce que l'on voit actuellement aux États-Unis, nous avons, on le sait, notre lot de complotistes. Le bureau d'enquête nous a appris aujourd'hui que certains d'entre eux pensent peut-être passer de la parole aux actes, passer à une autre étape plus violente. Les a-t-on suffisamment pris au sérieux? C'est ce qu'on débat aujourd'hui. Que la joute commence. Avec nous pour cette dernière édition de la Semaine de la Joute, vous reconnaissez Mathieu Bock-Côté, Caroline Saint-Hilaire et Marc-André Leclerc. Bonjour à vous trois. Bonjour, Paul. Donc, le bureau d'enquête, et je le dis de façon très, très calme, posée également, le bureau d'enquête nous apprend que ce que les services de renseignement, ce qu'on peut constater sur ce qui circule en ce moment sur Internet du côté des complotistes québécois, des évocations de passer, je disais, à une autre étape. Là, je vais être prudent dans le choix de mes mots, mais on parle même, peut-être de bloquer des ponts, Jacques Cartier à Montréal, des actions dans les centres de vaccination, entre autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez réagi? Marc-André, je te vois réagir. Je commence avec toi. Bien, on n'a pas besoin de ça, là. Je veux dire, tout le monde en avait hâte de traverser l'année 2020 pour se rendre à 2021. On s'est rendu compte que que le changement d'année n'allait pas tout régler. Et là, de voir que des gens veulent poser des actions contre les gens qui vont se faire vacciner, bloquer des ponts, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis on n'a pas besoin de ça dans le contexte actuel, ça c'est sûr et certain. Caroline? Bien, parce qu'effectivement, depuis le début, quand on entendait parler les complotistes ou quand on voyait un peu sur les réseaux sociaux les questions ou leurs commentaires, on voyait que dans le fond, ils posaient des questions, ils remettaient en question le système. On pouvait même les traiter de covidios, tout ça. Bon, c'est une chose là, de poser des questions, c'est une chose même de le challenger ou même de ne pas être d'accord, mais de passer à l'étape où on passe à la violence, où on prend en otage une société. Là, je trouve qu'on monte d'un cran et je trouve ça rassurant que les forces policières se préparent, regardent ce qui se passe. Ça ne veut pas dire, puis j'apprécie ton ton aussi, Paul, qu'il faut paniquer, il faut rester vigilant. Faut arrêter de les insulter aussi parce que même s'ils sont marginaux, en même temps, on les entend. Donc, il faut relativiser, mais il faut rester quand même vigilant. Mathieu, comment tu vois ça dans la foulée générale du temps dans lequel on vit à l'heure actuelle, depuis une dizaine de jours, entre autres, l'exemple américain ou le non-exemple américain? Comment tu vois ça, Mathieu? Bien, justement, je pense qu'il faut éviter de généraliser à outrance le contexte. Ce qui s'est passé aux États-Unis, des émeutes devant le Capitole, la prise du Capitole par des tendances d'une droite radicale toxique, la lie de la société américaine, c'est un problème qui ne nous touche pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des complotistes ici, on n'a pas des gens dangereux. C'est-à-dire que ce type de mouvance politique capable de fragiliser un système, ça, c'est pas notre problème, c'est le leur. Bon. Par ailleurs, ici, on a un double problème, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une mouvance complotiste qui en vient à s'enfermer dans un monde parallèle où elle explique tout à la manière d'une immense conspiration contre le monde ordinaire? Oui. Il faut faire attention. Et s'il y a une tentation milicienne chez ces gens-là, eh bien, il faut être intraitable. S'il y a une tentation milicienne, il n'y a pas de nuance. Il faut éviter, cela dit, de coller l'étiquette de complotiste à tous ceux qui disent, mettons, si on est contre le couvre-feu, là. Il y a des gens qui sont contre le couvre-feu, c'est pas des complotistes automatiquement. Il y a des gens qui disent qu'on ne devrait quand même pas être en confinement en ce moment. Ils disent pas, il n'y a pas de pandémie. Ils disent, on n'est pas d'accord avec le mode de gestion. C'est pas des complotistes. Donc, ce terme-là, complotiste, sera utile si on n'en abuse pas. Par ailleurs, je le redis, s'il y a une tentation milicienne, là, il faut être d'une inflexibilité absolue. Parce que si on a des gens qui sont prêts à s'improviser guerriers de la lumière ou je ne sais quel ami de la liberté, devant ça, il faut être inflexible. Mais évitons, cela dit, de viser trop large. Ayons l'esprit de discernement. Ça va nous aider et ça va nous guider dans les prochains jours, les prochaines semaines. André? Mais c'est ça le problème présentement, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un pose une question, là, t'es complotiste. T'sais. Donc, on vient généraliser, puis on le voit même à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. Dès qu'un parti d'opposition pose une question, bien là, t'es complotiste. On l'a vu dans l'histoire du couvre-feu. Gabriel Nadeau-Dubois pose une question, et là, l'entourage de M. Legault dit, ben il est complotiste ou fait des accointances avec M. Trump. Mais je pense pas qu'on peut dire sérieusement que Gabriel Nadeau-Dubois égale Donald Trump là, en 2021. Je pense pas qu'on peut dire ça. Non, pas exactement. Non, ça serait pas un exactement. raccourci que de prétendre ça, effectivement. Exactement. C'est tirer l'élastique un peu trop fort. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire attention dans le débat qui est là présentement. Il y a des gens qui sont prêts à faire des actes qui sont illégaux, qui sont répréhensifs, qui veulent nuire à la société, nuire
au vaccin, par exemple. Et ça, il faut vraiment cibler ça. Mais d'un côté, il ne faut pas, comme dit Mathieu, généraliser. Puis là, dès que tu poses une question, dès qu'on pose une question sur le gouvernement, dès qu'on dit... Là, on est rentré tout le monde là-dedans. Fait que là, on serait vraiment plusieurs à être dans ce groupe-là. Mais ce dont il est question ici, c'est un petit noyau, là, un petit noyau dur. Mathieu, c'est des gens, dans leur manif, quelquefois, plusieurs reprises, même, on voyait des drapeaux de Trump, des drapeaux américains. Tu vois sur leur profil, j'en parlais avec Mario Dumont, puis tu pousses un petit peu plus loin tes recherches, une expression qu'ils utilisent souvent. Et là, c'est drôle, hein? C'est des pro-Trump. Oui, Donc, le syndrome du petit gars par rapport aux États-Unis qui va être plus américain que les Américains eux-mêmes. Oui, exactement. Est-ce que ça joue en ce moment? Ah, mais non, ça, je pense que ça joue. Il y a des gens qui ont décidé depuis quelques années de voir en Donald Trump. C'est que des Américains veuillent voter pour Donald Trump. Il y a suffisamment de dizaines de millions d'Américains qui l'ont fait pour dire qu'ils ne sont pas tous fous. Ils ont leur raison, ils sont Américains. Est-ce qu'il y a eu chez les Trumpistes américains, comme on le vu au Capitole, une minorité qui est tentée par l'insurrection? Il n'y a pas de doute. Si vous êtes au Québec et que vous décidez de transformer Trump en guerrier de l'Occident auquel vous vous ralliez, si vous êtes des nationalistes au fond de vous, mais votre nationalisme, vous le projetez sur Trump, vous oubliez que vous êtes au Québec. Si vous vivez dans un monde parallèle, un monde qui n'est pas le nôtre, un monde, comme je le dis, fait de guerriers de lumière et de personnages de Marvel, vous n'habitez plus le monde réel. Donc ça, moi, des gens qui sont... encore une fois, poussons plus loin. On est aux États-Unis, on est au Québec, il y a des gens qui sont dit, en regardant Trump ou Biden, je préfère quand même Trump. Parfait, ça passe, c'est une position démocratique. Transformer Trump en héros absolu auquel se rallier avec une forme, il faut le dire quand même, de culture générale un peu appauvrie. On décide d'en faire le personnage de réseaux sociaux qu'on adore et on se pousse jusqu'au dernier délire. Jusqu'au dernier délire, il y a des gens qui pensent encore qu'il y a une insurrection, l'armée va s'occuper de ça il y a quelques jours. Je pense que c'est Sacha Guitry qui a une formule magnifique en disant plus on s'enfonce dans l'erreur, plus on fait le choix du sectarisme revendiqué. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est devant quelque chose qui ressemble à ça en ce moment. Des gens qui ont complètement coupé avec le réel et plus le réel le désavoue, plus ils s'enfoncent dans leur théorie. Mais évitons encore une fois de mettre tout le monde dans la même catégorie, même si les gens ont eu des sympathies pour Trump, qui avaient le droit, il y avait des raisons, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans la folie. Mais il y a manifestement un noyau irréductible d'excités, d'agités, de gens qui vivent dans un monde parallèle. Ceux-là, il faut les ramener à la réalité, poliment mais fermement. Puis c'est une chose de dire qu'on est pro-Trump ou d'être d'accord avec les orientations de Donald Trump. C'en est une autre de se retrouver dans la rue avec des fusils ou de prendre en otage ou d'aller dans des centres de vaccination et d'intimider du personnel. Là, je veux dire, on est ailleurs. Ne serait-ce que menacer de le faire. Ne serait-ce que menacer de le faire. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre juste un exemple, il y a encore 2-3 jours, en fait, je dirais chaque semaine, 2-3 personnes m'annoncent que je vais finir à Guantanamo. Parce qu'apparemment, c'est là... Toi, ça? Oui, moi aussi, c'est mon tour. Alors, on finira tous à Guantanamo. Ben là, je réponds quelquefois poliment. Vous savez que le Québec n'est pas encore sous souveraineté américaine. Juste vous avertir comme ça. Et là, on se fait répondre des choses comme oui, mais le pape en ce moment a été démis, puis au Parlement italien. Puis là, il y a une forme de monde parallèle, mais c'est un vrai monde parallèle. Ces gens-là jouent à Access Analyze, mais avec des dragons. Le réel n'est plus là. Ils se parlent entre eux. Puis il y a une logique chez eux. C'est du croix ou meurt absolu. Donc, non, je suis supposé être à Guantanamo. Probablement que c'est votre destination aussi, les trois. Donc, on est dans un monde parallèle. Ça existe. Ces gens-là polluent la société d'autant. En fait, ils la polluent dans la mesure où ils sont prêts à passer à l'action. S'ils veulent dire ce qu'ils veulent dire, ça les concerne. S'ils sont prêts à passer à l'action sur le mode de l'action directe, de la tentation milicienne, c'est là qu'il faut les traiter comme un problème de sécurité intérieure. Bon, ben, Pour le reste... Il y a au-delà du réel, mais revenons sur Terre. Marc-André, je repose la question, on en a débattu à la joute, là, ce que Twitter, Facebook, Instagram et tout ont fait à Trump, entre autres choses, et puis parler, le réseau Parler, comme des Américains, mais Parler, là, qui était devenu le canal de communication sur Internet de la droite et même de l'extrême droite américaine, qui s'est fait fermer de clapet également. Je reviens à notre débat, nous. Le major général des complotistes au Québec, c'était Alexis Cossette-Trudel. Lui aussi, il s'est fait couper les sifflets, là. Par Facebook et par Twitter. Je reviens à ça. Donc, puis d'autres, on voit leurs photos en ce moment. Une semaine est passée, ou à peu près. Bonne ou mauvaise décision, Marc-André? Moi, j'ai toujours un malaise, Paul, à ce qu'on commence. Tu sais, la liberté d'expression, quand ça arrive, qu'on voit il y a eu des enjeux à l'automne dernier, l'histoire à l'Université d'Ottawa sur le mot qui commence en haine. Et on est très prompt à dire, ça prend la liberté d'expression. Tu sais, puis là, tout le monde a embarqué au Québec dans le dossier à l'Université d'Ottawa. Et là, quand on tombe dans ces gens-là, comme M. Cossette, là, les gens disent, faut lui couper le sifflet. Tu sais, la liberté d'expression, est-ce que c'est important au Québec ou c'est pas important ou c'est à géométrie variable? C'est ça qui est à faire attention. Et ça va être... Et on regarde ici ce qui se passe avec Donald Trump, surtout ce qui s'est passé depuis
les événements au Capitole et on dit « Ah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que Twitter ait fait ça. » Les gens pensent ça, mais moi, je ne suis pas certain. Parce que où ça va arrêter? Et là, est-ce qu'on va donner à ces géants-là du Web le contrôle, par exemple? Prochaine élection fédérale ici au pays, un politicien est bloqué. Donc, présentement, en pandémie ou en fin de pandémie, ça va être le seul moyen de communiquer avec les électeurs. On lui coupe ça du jour au matin. Donc, on le désavantage par rapport à ses adversaires. Là, et c'est qui la bien-pensance? Et c'est qui va avoir c'est qui le conseil d'administration qui décide que tel ou tel politicien peut rester sur une plateforme comme Facebook, Twitter ou peu importe lequel? Et moi, c'est ça que je trouve dangereux. Au Québec, on est souvent prompt à dire, quand il se passe des histoires à l'Université d'Ottawa, de dire « Ah, on est pour la liberté d'expression, mais là, si c'est vrai et si c'est une valeur qui est importante pour nous, il faut qu'on le soit en tout temps. » Et c'est là que je pense qu'il y a un risque. Caroline, vous voyez réagir? Non, pas tout à fait. Parce que la liberté d'expression, oui, j'en suis, mais à un moment donné, quand on incite à la haine, quand on incite à la violence, je pense que c'est la moindre des choses que des entreprises privées, je tiens à le rappeler, c'est pas la société d'État, c'est des entreprises privées, décident de dire qu'après plusieurs déclarations, disons, compromettantes, embêtantes, qu'on décide de tirer la plug sur ce genre de personnes-là. Je veux dire, ça a pris 4 ans avant qu'on ferme la boîte à Donald Trump. Je veux dire, et il a fallu qu'il y ait une insurrection mais ils font à la fin, il a fallu... Ben non, mais ça a été long. Ils font à la fin quand M. Trump était bon pour eux. Là, oui, il était bon pour eux. Puis là, ils ont peur que les démocrates leur mettent des taxes. Ce que je veux dire, Marc-André, c'est que de commencer à penser que ce genre de réseaux sociaux-là ferait la même chose avec tous les parlementaires, à la moindre allégation, je pense qu'on va un peu trop loin. Et si effectivement on se rendait là, je serais la première à vous suivre. Là, on n'est pas là du tout. On est en pleine pandémie où il y a des gens qui incitent à la violence. Où, tantôt, Mathieu, tu parlais du fait qu'il y a des gourous qui racontent à peu près n'importe quoi. Il y a des gens qui les suivent, qui sont rendus dans des mondes parallèles. Il me semble que c'est la moindre des choses. Et je le répète, là, je ne suis pas super confortable, mais il y a certaines personnes qui, à mon avis, on mérite à un moment donné de tirer moi, la il y a 2 problèmes. Premièrement, je n'accorde pas aux empires numériques le droit de fixer les limites de la liberté d'expression. On nous dit que c'est des entreprises privées. Bon, premièrement, les entreprises privées n'ont pas tous les droits. Si le boulanger au coin de ma rue décide de ne pas aimer une partie de la population, dit « Moi, je ne vends pas de gâteaux à ceux-là parce que je les aime pas, j'aime pas leur couleur, j'aime pas leur sexe. » On va dire, pas ça que j'ai dit, Mathieu, non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de toute puissance des entreprises privées. Ouais. Là, on est devant des pouvoirs impériaux. On a des pouvoirs pas content, tu n'es pas obligé d'aller sur Facebook, Mathieu. Non, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, justement, l'espace public mondial, on est devant des empires plus puissants que les États qui se donnent le droit de fixer qui a droit à la parole publique ou non. Et moi, même si j'aime pas ce que quelqu'un dit, je ne considère que ces empires-là n'ont pas le droit de jouer de la censure comme ça. C'est vrai, surtout pour les points de vue que j'aime pas. Mais Mathieu, c'est intéressant. C'est un débat que j'aime beaucoup, là. Mathieu, je te pose une question. Il y a des règles qui régissent la télédiffusion ou la radiodiffusion. C'est des licences, c'est un permis parce que c'est vraiment un privilège pour une entreprise privée ou une société d'État d'utiliser les ondes publiques. Il y a un cadre législatif et réglementaire pour justement, entre autres choses, parmi les règles, ne pas véhiculer des appels à la violence, à la haine, etc., aux tensions, aux haines raciales, etc., etc. Alors, pourquoi, si c'est acceptable pour les médias classiques, pourquoi ça ne le serait pas pour les médias sociaux? Il y a 2 choses. Premièrement, si on décide de bannir Trump, moi, j'ai une liste de dirigeants que je veux bannir au même moment avec une ardeur. Non, parce que c'est important. Trump, globalement, dans la hiérarchie des méchants, il faut s'entendre, c'est pas le pire. Je veux dire, on se retrouve quand même avec en Chine, en Iran. L'ancien, si je me trompe pas, l'ancien premier ministre de Malaisie qui disait que c'était normal de tuer des Français et des chrétiens par les bons musulmans s'ils étaient en colère contre les caricatures de Charlie. Je peux faire la liste de ces gens qui sont dans des positions d'autorité et qui feraient passer Trump à côté de ça pour une espèce d'honnête démocrate. Le contraste serait marquant. Donc là, il y a premier élément. Deuxième élément, soyons certains que quand ça commence, ça finit pas. La prochaine étape, je l'annonce, s'il y avait eu, moi je redonne des exemples-là, en 2016, le Brexit. Qu'est-ce qu'on a eu pendant le Brexit? Le camp hostile au Brexit répétait, là, c'est des fausses nouvelles qui circulent. Alors qu'ils étaient assez bien partagés en la matière, la propagande en politique, c'est partagé par tous les camps. Moi, je suis certain on dirait il faut censurer tel politicien, tel leader, tel intellectuel parce qu'on n'aime pas ce qu'il dit. Il n'y a pas eu de censure dans le cas un instant, parce qu'on le voit là en ce moment, le nombre de comptes qui se font fermer de gens qui ne sont pas Donald Trump, puis qui disent des choses qu'on peut... on peut même donner d'autres exemples. On a de nos collègues au Québec, Richard Martineau, qui a déjà vu sa page Facebook suspendue. Il n'avait rien fait de particulier. Jamila Benhabib, ça y est arrivé. Encore une fois, les empereurs numériques se permettent de dire ça passe, ça passe pas. Mais pour qui se prennent-ils? Moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, tout comme dans les années
Roosevelt, il a fait des lois pour casser les trusts. Il faut aujourd'hui des lois pour casser les trusts numériques. C'est urgent parce que sinon, ces empires-là vont gonfler en pouvoir, gonfler en puissance, puis en dernière instance, ils fixent les paramètres de la réflexion autorisée. En plus, petit détail, quand on voit leur définition de la haine, je constate qu'elle est asymétrique. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, la définition de la haine sur les réseaux sociaux. La définition de la haine. De la haine. La haine. Quand ils disent les discours haineux, c'est mal. Très bien, c'est mal. Mais là, quand Facebook nous dit oui, mais attaquer les Blancs en tant que Blancs, c'est pas grave. Attaquer les minorités en tant que minorités, ça, c'est grave. Moi, les haines asymétriques, je m'en méfie. Donc, quand je vois tout ça, je dis qui se calme, ces grands empires-là, il est temps de le rappeler à l'ordre démocratique. Mais c'est ça, mais s'il y a un débat à avoir là-dessus, puis comment on devrait se comporter, puis si on devrait réglementer, c'est pas à eux à le faire entre eux, c'est les décideurs et c'est les législateurs à avoir cette question-là. Donc, il faut amener ce débat-là à l'Assemblée nationale, puis à la Chambre des communes en ce qui nous concerne ici au pays, et non pas eux être les juges et partis en même temps. Si on pense comme société que c'est le temps de les réglementer ou d'avoir une certaine code de conduite pour faire en sorte que Mathieu a raison. Je veux dire, il y a des gens, il n'y a pas juste Donald Trump, qui, à ce titre-là, il faudrait bannir. Il y a des décideurs politiques, il y a des gens qui font de la dictature qu'on laisse aller sur les médias sociaux puis qu'on ne bannit pas présentement parce qu'ils ne sont pas Donald Trump. Fait que si on décide que ça prend un encadrement, puis si en 2021 c'est un enjeu qui est sérieux, bien là, il faut que les décideurs, les législateurs s'en occupent rapidement. Si ça va aussi vite que la législation pour percevoir les taxes, j'ai l'impression qu'on n'est pas à veille de voir tout ça. La réalité, c'est qu'on est en pleine pandémie actuellement. Il y a des choses qui se passent. Je suis très sensible, là, puis loin de moi l'idée de dire qu'il faut absolument qu'il faut les bannir ou quoi que ce soit. Je trouve juste que parfois, comme on dit en latin, everything is about timing. À un moment donné, quand trop, c'est trop. À un moment donné, je salue, moi, ce genre de décision-là. Pas en tout temps, pas n'importe quand, et pas quand c'est des kidams. Parce que, Mathieu, tu soulèves une question super intéressante. Si à un moment donné, parce que tu en fais quelques déclarations qui sont parfois, disons, je vais être gentil, controversées. Pas de mon point de vue, hein, du point de vue de mes adversaires. C'est ça le problème. On est toujours controversé du point de vue de ses adversaires. J'ai même pas fini ma phrase. J'ai même pas fini ma phrase que je suis condamnée sur la place publique. Ce que je veux dire, c'est que... Il y a la mèche courte ou la controverse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi-même, je peux faire une déclaration que X, Y aimera pas, que peu importe. Là, on est ailleurs. Quand un président des États-Unis, quand un gars qui a une radio, qui fait des allégations, pas juste trompeuses, bien qu'un peu, il invite à une manifestation. Et quand, à un moment donné, il y a des forces policières qui disent, écoutez, on entend des affaires que, par exemple, des centres de vaccination seraient menacés, que des infrastructures seraient menacées. Il me semble que c'est la moindre des choses qu'une corporation, qu'une entreprise privée se pose au moins la question à savoir, est-ce que j'ai envie d'être associé à ça? Maintenant, tu as le droit, toi, comme responsable d'avoir ton compte Facebook, de dire, moi, je ne suis pas d'accord avec Facebook que vous ayez banni telle et telle personne. Parfait, retire ton compte. Parce que si à un moment donné, il y en a tant que ça qui tiennent à cette grande liberté d'expression et qui se retirent sur les réseaux sociaux, probablement que Facebook va réagir ou les autres réseaux sociaux. Tu traites ça comme une question individuelle. Le problème, c'est que c'est devenu une question politique. On est en ce moment devant des puissances privées. Mais moi, ça m'amuse quand on critique... Oui, mais faisons-le le débat. Non, mais je suis d'accord, faisons-le le débat. En ce moment, c'est en pleine crise. On est dans une crise historique. Qui est en droit de fixer les paramètres du débat public? Moi, il y a des discours que je ne peux pas blairer, puis plusieurs, on les a en commun. On est 4, s'il y en a qu'on ne peut pas entendre. Il y a des conspirationnismes délirants et tout ça. Bon. La question, là, il y a un droit, c'est reconnu, on peut livrer une interprétation du monde délirante, ça fait partie de la vie. Mon critère, c'est est-ce qu'il y a un appel à la violence? Non, Mathieu, parce que c'est pas juste de dire j'affirme quelque chose. Moi, quelqu'un qui écrit sur Twitter qui pense qu'il va avoir la puce 5G, grand bien lui fasse, je le retire de mes amis, je passe à autre chose. Mais là, on n'est pas là du tout, là. On est ailleurs et c'est là où je dis un instant. Moi, je mettrais le pied sur le frein. Qui fixe la liste? Non. Mais t'as pas aussi des gens qui incitent à la violence, des gens qui incitent à faire des crimes. Tu sais, je veux dire, c'est pas le problème, on va juste le régler en enlevant de Twitter ou de Facebook. Il y a un code criminel au Canada là, qui régit des affaires comme ça. Donc, j'espère que. Ça, pas... non, mais je veux dire, si on veut vraiment régler le problème, oui, il y a le débat sur les médias sociaux, mais s'il y a des gens présentement qui incitent des gens à faire de la violence, à aller faire du grabuge, à faire des choses qui sont illégales, qui sont sévies, qui sont codifiées dans notre code criminel, dans nos lois ici au pays, bien, il faut en plus que les policiers interroge, arrête ces gens-là, puis qu'on leur fasse vraiment la vie dure, parce que c'est pas en les enlevant sur un média social qui pourront pas continuer à propager la mauvaise information et c'était des gens à commettre des crimes, par exemple. Donc ça, je pense qu'il faut être plus sévère et plus vigilant par rapport à ça. Il y a aussi le sentiment d'impunité que certaines gens ressentent derrière leur clavier.
et qui laisse libre cours à un déferlement de menaces, d'insultes, d'injures et de propos inacceptables, Mathieu, dans un média classique ou dans une société en général et tout ça. Mais pourquoi on les accepterait, ces médias sociaux? Il y a deux choses. Moi, j'entends qu'il y a des choses inacceptables. Le problème, c'est que je constate que les frontières de l'inacceptable ne cessent de bouger. Et il y a des positions. Je donne un exemple, là, qui a quelquefois l'étiquette complotiste. En ce moment, au Québec, se faire traiter de complotiste, c'est pas l'étiquette à se faire coller. Pour avoir remis, je donne un exemple. Moi, j'avais des réserves sur le couvre-feu. J'en conserve. C'est une critique qui est, je crois, légitime dans une société démocratique. J'ai eu droit, c'est pas grave. Des gens disent complotiste, tu te rallies aux complotistes. Bon, alors là, il va falloir qu'on m'explique comment se fixent des limites de l'inacceptable. Ensuite, si les grands médias, si les réseaux sociaux se comportent comme des éditeurs aujourd'hui, eh bien, c'est pas juste Donald Trump, ils doivent être tenus comptables de tout ce qu'ils disent. Parce que si c'est des éditeurs comme des grands journaux, là, maintenant, il faut qu'ils assument l'ensemble de leur contenu éditorial. Sinon, c'est le règne... Non, oui, mais ça commence à faire du monde. C'est le règne de l'arbitraire. Et moi, je m'inquiète de l'arbitraire. Je m'inquiète des puissances privées exagérées. Je tiens à ce qu'on ait plus le droit de dire des choses qui n'ont pas d'allure que de restreindre sans cesse le périmètre de l'autorité. Je comprends, Marc-André et Mathieu, vos appels à grande prudence, parce qu'on ne sait jamais quand ça commence, le contrôle de l'information. On ne sait pas quand ça finit non plus. Mais en même temps, revenons dans... On n'est pas dans le contrôle de l'information, là. Exactement. Mais je reviens à ça, à mon exemple, Marc-André. À la télévision ici, à la joute. Tiens, si un des jouteurs tenait des propos qui incitaient à la violence ou la haine, je vous annonce une nouvelle tout de suite, il serait viré sur le champ, ipso facto, pendant l'émission en direct. Et ça, tout le monde le comprendrait. Y a-t-il quelqu'un qui veut essayer? Ce qui est vrai pour les médias sociaux, pourquoi ne faut pas trouver une façon ou comprendre que ça doit être fait dans des situations exceptionnelles aussi, parce que ça devient dangereux, Marc-André. Ça devient carrément dangereux. Non, exactement. Puis c'est sûr, tu as raison, Paul. Et je pense présentement, il faut amener ce débat-là au niveau des législateurs et voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et comment on va encadrer ça. Mais ce qu'on voit présentement dans la pandémie, je pense qu'on ne voit pas le meilleur de l'être humain. Hein. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait comme un feu roulant. Hein. Il faut que les gens soient occupés, il faut qu'il y ait des divertissements, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait le travail pour aller chercher de l'argent, les enfants à l'école. Et là, les gens sont à la maison, tu disais, Paul, derrière leur clavier, puis on voit pas le meilleur. On voit pas le meilleur de l'être humain. Là. Je veux dire, une société fonctionne quand tout le monde est occupé et où il y a un certain contrôle pour qu'il y ait une certaine normalité et que tout fonctionne. Et c'est comme ça qu'on a bâti notre société ici. T'sais. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est que les gens sont dans le brouillard. T'sais. On sait pas, on connaît pas toutes nos capacités sur nous, on connaît pas toutes les capacités sur l'adversaire qui est le virus, on sait pas c'est quoi vraiment nos objectifs. Et là, de tous les sens, on attend des choses imprévisibles, puis qui sont incroyables. Et c'est présentement, c'est ça, il faut sortir de ce brouillard-là et rapidement. Puis peut-être le vaccin en est la clé et il faut que ça arrive plus rapidement qu'il faut, parce que sinon, présentement, on va rester dans cet état-là. Et tout ce qu'on voit présentement au Québec, on est bon pour importer là, cette espèce de culture-là américaine et tous les mots américains de société, on les amène ici. Et ça traverse la frontière et il faut sortir de ce brouillard-là. Il faut vraiment, et c'est ça qui est important, pour qu'on retrouve cette espèce d'équilibre-là en termes de société. Caroline, on fait ça comment? Bien, c'est parce que je ne sais pas si c'est un dialogue de sourds qu'on a actuellement, parce que à la limite, je pense qu'on dit essentiellement la même chose, que personne souhaite qu'il y ait un contrôle des messages, personne souhaite qu'on mette fin à la liberté d'expression. Et loin de moi l'idée de dire que j'ai envie que les bien-pensants, peu importe qui ils sont, que ce soit Facebook, que ce soit un dirigeant de parti politique, me disent quoi penser. Et j'ai envie d'entendre toutes les opinions, même quand qu'elles pensent pas comme moi, même si elles sont choquantes de temps en temps. Mais là, on ne parle pas de ça. Quand on parle d'un président des États-Unis qui incite, disons ça comme ça, à la violence. Quand on a des gourous de sectes complotistes qui mobilisent, qui ramassent de l'argent et qui profitent de la naïveté de certaines personnes et un peu de ce que disait Marc-André du fait qu'on est tous captifs, on reçoit des messages, il me semble qu'il y a quand même une responsabilité au niveau des corporations de mettre au moins des drapeaux jaunes sur certaines déclarations, sur certains profils. Il me semble que ce serait irresponsable de les laisser aller. Et je le répète, là, loin de moi l'idée de penser qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Au contraire, tant mieux, challengeons-nous.
mais un instant, là, avant de menacer les infrastructures, avant de dire que le Québec est rendu une dictature, avant d'inciter à la violence, avant de penser que demain matin, Facebook va empêcher Justin Trudeau de dire quoi que ce soit dans le cadre d'une prochaine campagne électorale, baissons un peu la pression. Là. Je pense qu'on dit pas mal, presque tous la même chose, dans des tons différents. Il y a une tendance partout dans le monde occidental en ce moment, au nom de la lutte contre les propos haineux, à vouloir sans cesse restreindre le périmètre de la liberté d'expression. Le problème, c'est que la définition du propos haineux se fait de plus en plus étendue. Je vais donner un exemple écossais, vous me pardonnerez un exemple étranger. Le ministre de la Justice en Écosse, Humza Yousaf, a proposé un projet de loi pour lutter contre les propos haineux. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça s'applique à la maison, dans les conversations privées. Ce qui fait que si vous entendez dans une maison un propos que vous jugez haineux, vous devriez avoir la possibilité de le rapporter sur le mode de la délation. On devine que les enfants, aujourd'hui, avec le type de propos qu'ils peuvent entendre à l'école, mon papa a dit des propos méchants, racistes. Bon, alors moi, ce que je vois là-dedans, et puis ça, c'est un vrai débat, là. Ça sort pas de ma tête. C'est un débat qui est en Écosse en ce moment. L'Écosse, qui n'est pas une dictature, c'est un pays démocratique qui se pose cette question-là. En France, il y a eu la loi Avia sur les propos haineux, la possibilité de la délation généralisée des propos qui entrent en contradiction avec un certain discours. Je m'inquiète. Ça a tombé, ça. Mais cette tentation-là, elle traverse en ce moment. Donc moi, quand on me dit qu'il faut réguler les propos haineux, je dis OK, mais on va voir c'est quoi votre définition de la haine. Oui. Puis j'ai tendance à croire que très rapidement, vous allez intégrer là-dedans tous les points de vue qui entrent en contradiction avec un certain discours. Donc moi, je pense qu'on doit être très, très, très prudent dans cette prétention-là. Ensuite, on croit tous à une conversation civilisée. Il y a plein de choses qui nous exaspèrent, mais une société libre, à mon avis, se distingue par sa capacité à endurer des propos exaspérants davantage qu'avec la volonté de les fermer, même quand ils nous exaspèrent pour vrai. Le débat est lancé. Était-ce, Mathieu, corrige-moi, Montesquieu qui disait « Je suis contre ce que vous dites à mort, mais je suis prêt à mourir pour que On prête plutôt ces propos-là à Voltaire, si je ne me trompe pas, mais les deux sont admirables. » Voilà qui est dit. Vous ne bougez pas, on poursuit la discussion à la joute dans un instant.